Laura Vasquez est poète et romancière, prix de la Vocation en 2014 pour son recueil La main de la main. Son premier roman, La semaine perpétuelle, a reçu la mention spéciale du prix Vepler. Et elle reçoit le prix Goncourt de la poésie en 2023 pour l'ensemble de son œuvre. Jeudi 30 octobre 2025, Laura Vasquez présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son roman Les Forces, paru aux éditions du Sous-Sol, en dialogue avec Brice Torrecillas. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis d'accueillir Laura Vasquez. Le nombre que vous êtes prouve que vous l'êtes aussi. Merci Laura d'être là. Voilà le déroulement de la soirée. Il va y avoir une petite présentation pour les distraits qui ne connaîtraient pas le parcours de Laura. Ensuite, une lecture d'une quinzaine de minutes. Et enfin, un entretien. Donc Laura, elle est née à Perpignan, elle vit à Marseille, elle a publié, comme vous le savez, plusieurs livres de poésie chez différents éditeurs, dont La main de la main, qui a obtenu le prix de la Vocation et qui a été édité aux éditions Chênes en 2014. Et Vous êtes de moins en moins réel aux éditions Point en 2022. Son premier roman, La semaine perpétuelle, est paru aux éditions du Sous-Sol, que vous n'avez pas quitté pour le livre dont nous allons parler. Aux éditions du Sous-Sol, en 2021, il a reçu la mention spéciale du prix Vepler et le prix de la page 111. Ensuite, il y a eu une épopée versifiée, Le livre du large et du long, qui est paru en mars 2023, toujours aux éditions du Sous-Sol. Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis en 2022-2023. Ah si, je vais quand même me permettre de vous poser une question en préambule. J'ai vu que vous travailliez pour la Villa Médicis, que vous faisiez un poème. Alors je vous dis ce que j'ai lu. Travaille sur un poème autour des pierres qui sera installé dans les jardins de la Villa Médicis. En fait, j'ai écrit un poème composé de 20 mots. Dans les jardins de la Villa Médicis, 20 blocs de pierre, 20 socles ont été installés. Et sur chacun d'entre eux, un mot est gravé, un des 20 mots. Donc c'est un poème en 20 mots et permutationnel, c'est-à-dire qu'on peut le lire dans plein de sens différents, on peut en lire seulement certaines parties et on le lit en déambulant dans les jardins de la villa. Et donc j'ai écrit ça et une réalisatrice qui s'appelle Élise Blotière est en train de terminer le montage d'un film sur le chemin de la pierre, de l'extraction de la carrière de pierre jusqu'au jardin. Et je suis en train de préparer un livre de poésie en 20 parties, un mot par partie. Pour l'instant, ce sera ça. Et on présentera une performance, lecture-performance autour de ce projet, donc avec la diffusion du film d'Élise Blotière et quelques poèmes que je dirais, quelques poèmes performance, improvisation autour de ce poème des 20 pierres. On fera ça prochainement au Théâtre de l'Odéon et à la Villa Médicis à Rome et à la librairie 7L aussi à Paris. Et on va peut-être tourner un petit peu autour de... Mais pourquoi pas. Mais oui, on viendra avec plaisir. Donc je continue. Vous avez été lauréate du prix Goncourt de la poésie en 2023 pour l'ensemble de votre œuvre. Et donc, nous sommes réunis pour parler plus particulièrement de votre deuxième roman, toujours aux éditions du Sous-Sol, donc, comme je l'ai dit, Les Forces. Je peux ajouter que vos textes sont traduits en de nombreuses langues, j'ai pas fait le compte, mais il y en a beaucoup. Qu'en parallèle de l'écriture, vous donnez régulièrement des lectures et des performances en France, mais également à travers le monde, de Chine, Suisse, Norvège, etc. Vous co-dirigez la revue Muscle, avec Roxane Hachemi, qui vous permet d'éditer des auteurs justement inédits. Jusqu'ici, il y a une 50aine d'auteurs, .es. Vous animez des ateliers, des masterclass d'écriture. Et j'ajouterai, pour terminer, que vos textes ont fait l'objet de nombreuses collaborations avec d'aussi nombreux artistes. Élise Blotière, Arthur Beauval, etc., etc. Je vais clôturer par encore un merci de votre présence et vous laisser nous lire un extrait des Forces. J'ai l'air calme. Plus jeune, je cherchais tout. Je cherchais tout. Je cherchais tout. Je cherchais tout. J'ai cherché tout. J'ai cherché tout. J'ai cherché tout. Et je pouvais rester devant les fleurs, à la recherche de la scène, un pétale en train de tomber. Je voulais des scènes.
Je ne me comprenais pas moi-même, mais, à l'intérieur, dans les parties sans parole, j'avais une connaissance, et sans arrêt je la touchais. Nous sommes ici, sans savoir ni comment, ni rien. Nous subvenons à nos besoins. Nous assouvissons nos instincts suivant les rituels de notre espèce. Nous vivons à l'intérieur de conventions. Sans y penser, sans le savoir, nous suivons l'opinion. Les êtres humains ont établi des divisions, des langues, des pays, des fonctions, des lois, des monnaies, des coutumes, et ces catégories me touchent. Elles sont touchantes, comme la graphie d'un enfant qui ne sait pas écrire. Il dessine des boucles proches du sens, mais il ne comprend rien. Bonjour, je vis dans un appartement qui se trouve dans un immeuble, qui se trouve dans un pays, et je ne cherche pas le mal. Et si vous me croisiez, vous ne me remarqueriez pas, car je ne suis ni défigurée ni puante, et je ne lève pas les bras en hurlant dans les rues. Je n'ai poignardé personne, je suis polie, je me tiens comme les rats, comme les rats, comme les rats, les belettes et les poux. Je suis née dans le monde tel qu'il se présente. Certainement, j'ai dû sortir les yeux ouverts du ventre de ma mère par sa vulve et voir le monde et ses contours. C'est ce qu'on nous raconte. Et donc le monde, il faut le croire et il faut l'accepter. Mais la plupart des humains vont plus loin. Ils aiment ce qui leur est donné. À cause d'un sentiment de possession, ils disent « ma vie ». Et ils aiment cette famille parce qu'elle est leur famille, ce pays, puisqu'il est leur pays, ses origines, puisqu'elles sont les leurs. Et certains vont jusqu'à aimer leur région, leur quartier, leur signe astrologique, leur orientation sexuelle, et quantité d'autres catégories puisqu'elles les contiennent. Et je pensais, je me disais, ils pourraient aimer n'importe quoi. Ils aiment n'importe quoi. Ils n'aiment pas. J'ai pris l'habitude en public d'acquiescer. J'aime qu'on me laisse en paix. Je serai d'accord avec vous, car votre monde est plein de haine. Je suis d'accord avec vous, afin que vous ne me tuiez pas. Je suis d'accord avec vous, car je renonce à vous. Je me pliais à l'extérieur. À l'intérieur, je ne me croyais pas. Je ne me suis pas crue. À l'intérieur, j'étais abstraite et sans langage et dans la vérité. Et le monde ment. 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 Quand je dis le monde, et quand je dis le monde, je parle des humains. Car les oiseaux, les fleurs, le ciel, je ne crois pas qu'ils soient en train de raconter des balivernes. Je n'en veux à personne. Si la vie me blessait, mon père, ma mère ou les voisins, les gens du supermarché, des écrans ou de l'école, de l'autobus, personne n'y pouvait rien. Ma mère n'avait pas inventé le mensonge, la solitude et les faux rires. Elle n'avait pas inventé l'angoisse et le dimanche soir. Mon père n'avait pas créé le travail, l'indifférence et les structures hiérarchiques. Mes parents n'étaient que les opérateurs ordinaires d'un processus en cours depuis longtemps. Les traits de leur figure portaient ce poids. Alors, ensuite, dans l'histoire, dans le livre, un livre qui s'appelle « Les forces », la narratrice sort de chez elle. Elle part. Elle a rendez-vous avec une autre fille dans un bar. Et cette fille lui présente un groupe de personnes. Et alors la narratrice de ce livre, devient amie finalement avec ces personnes. Enfin, amie, c'est un mot comme ça, mais c'est peut-être pas le bon mot ici. En tout cas, elle a des activités sociales avec ce groupe. Elle les voit. Et souvent, quand elle est dehors, avec des gens,
et qu'elle est dans un groupe, et bien souvent, elle s'ennuie parce qu'elle a l'impression que les personnes avec qui elle parle ne parlent pas d'elles-mêmes. C'est comme si elle parlait à partir de leurs coquilles, de leur goût, de leurs opinions, de ce qu'elle cherche à représenter. Alors la narratrice s'ennuie. Et comme elle s'ennuie, elle crée différents stratagèmes, différentes stratégies en elle, dont l'une qui consiste à créer des dialogues parallèles. Donc quand un dialogue a lieu à l'extérieur, elle a un dialogue dans sa tête. Et je vais vous en lire un. Alors, j'imaginais le dialogue de Nia et de son propre squelette. Il la suivait dans les airs pendant qu'elle tournait en rond. Et Nia, ce qu'elle était dans le fond, dans le trou noir de sa conscience, discutait avec le squelette. « Tu peux prendre le temps ?» demandait le squelette. « Non, répondait Nia. Je ne peux pas. Et non, tu ne peux pas. C'est vrai, je ne peux pas, disait Nia. Est-ce que tu as peur ? Demandait le squelette. Toutes les choses sont proches du vide, disait Nia. Est-ce que tu as peur ? Toutes les choses sont proches de l'incertain. Est-ce que tu as peur ? Elles sont si proches de l'incertain et du vide. Est-ce que tu as peur ? Oui, j'ai peur tout le temps. C'est pénible, disait le squelette. Oui, j'ai si peur que je ne peux pas sentir ma peur. C'est comme si j'avais 10 parties en moi, mais 9 parties sont mortes. 9 parties sont mortes ? Oui. Et la 10e ? La 10e recouvre les mortes. Tu as des morts en toi ? Oui. Non, disait le squelette. Mais si, disait Nia. Non, disait le squelette. Je suis là pour te le dire. La vanité et la recherche de privilèges sont capables de prendre tous les visages, y compris celui de la détresse. Ces parties en toi ne sont pas mortes. Elles dorment. Est-ce que tu as peur ? Oui. 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 Des arbres, il y a des arbres. Des arbres, il y a des arbres. La narratrice marche. Elle erre beaucoup dans le livre. Alors elle marche comme ça. Et il y a des arbres sur les routes. Au bord des routes, il y a des arbres. Des arbres, il y a des arbres. Les arbres se font. C'est comme ça, il y a des arbres. Il y a des arbres. Et les arbres se font. Ils se font, c'est comme ça. On passe, il y a des arbres, ils se font. On est passé quand on était petit. Quand on était petit, il y avait des arbres. Et les arbres se sont faits. C'est comme ça. Il y a des arbres. Ils se font, ils se sont faits. Et après, plus tard, on passe. Il y a des arbres qui se font. Encore, il y a des arbres. Et quand on est vieux aussi, on marche. Il y a des arbres. Ils se font, c'est comme ça. Il y a des arbres. Et les arbres, ils se font. Et les arbres se font. On marche. On voit des arbres et les arbres se font, on prend le train, on regarde par la fenêtre, les arbres et les arbres. Les arbres, ils se font.
Et qu'on aille, on marche, et il y a des arbres qui se font, c'est comme ça. Comme ça, les arbres, ils se font. Et aussi les pensées. Aussi les pensées se font. Les pensées se font, c'est comme ça. On marche et les pensées se font. Et même quand on marche pas, on est comme ça. Et les pensées se font, et c'est comme ça. Il y a des arbres. Et les pensées se font. Et les arbres. Et les arbres et les pensées. Les arbres et les pensées se font. Des arbres et mes pensées se font. Et c'est sans raison. C'est sans raison. Des arbres et mes pensées se font. Et sans raison. Sans raison. Des arbres et mes pensées se font. Et sans raison, j'imaginais une jeune femme désespérée. Elle avait vu tant de choses. Elle avait tant de fatigue, tant de silence, qu'un beau matin, avec une corde, elle allait dans un bois, à un grand arbre, elle se pondait. Et une autre femme de type joggeuse en forme passait. Et elle voyait le corps pendu. Alors, elle grimpait le tronc, elle défaisait la corde. Et la dépendue tombait. Et sur le sol, les yeux ouverts, elle disait « Tout est beau. La vérité, tout est beau. Personne n'est coupable. » Elle disait « Si vous m'aviez dépendu quelques secondes plus tôt, je vous aurais détesté. Si vous m'aviez dépendu quelques secondes plus tard, je serais morte. Vous m'avez dépendu à l'entrée de la mort. J'ai vu comme tout est beau. La vérité, tout est bon. Tout est la perfection. Vous, la terre et les douleurs et les plaisirs, la corde, l'écorce, le petit bois. Je vous aime. Et tout ce qui existe, je l'aime. Oiseaux, papillons, blessures, j'aime. Odeur de linge et négligence, j'aime. Les ondes, les sons, batailles et catastrophes, j'aime. Et la médiocrité, et même ça, je l'aime. Et tout est beau, la vérité, je marchais, et mes pensées continuaient de se faire. Merci. Un grand merci. J'ai oublié de vous féliciter tout à l'heure parce que vous avez obtenu par ce livre le prix Les Inrecuptibles du roman français et puis c'est vraiment, ça date de quelques jours, le prix Décembre. Oui. Et bien évidemment, on va essayer de pénétrer dans ce livre, mais d'abord je voudrais vous interroger sur la manière dont vous percevez toutes ces marques de reconnaissance. Je ne vais pas lever de grands mystères, des salles pleines comme ceci, il n'y en a pas tous les jours, même si à Ombre Blanche, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais il y a une espèce de, je sais pas, d'engouement, voire de passion en ce qui vous concerne, que ce soit de la part du milieu littéraire, à travers ces prix, que ce soit à travers la présence du public et des lecteurs. Est-ce que ça vous importe ou c'est quelque chose, vous tracez votre chemin et peu importe ce qui arrive autour de vous ? C'est un mélange des deux. Disons que je ne sais pas si je suis en capacité de vraiment mesurer tout ça, mais j'ai l'impression, d'après ce que je vois, que ça se passe bien pour ce livre et que ça a touché quelque chose à l'intérieur de certaines personnes qui viennent m'en parler. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que disons que quand on écrit au tout départ, il y a cette sorte de postulat qui consiste à croire que ce vers quoi on va aller, qui est vrai dans l'écriture et ce qu'on va toucher, ce qui nous semble juste, va aussi vibrer chez d'autres êtres humains. Et donc, quand c'est le cas et qu'il y a des témoignages de ça, c'est plutôt rassurant, mais sans plus. C'est assez rassurant, mais pas forcément très rassurant non plus, parce que dans l'histoire littéraire et même dans le champ contemporain, on a vu beaucoup de personnes recevoir beaucoup d'éloges, beaucoup de prix, avoir beaucoup de lecteurs et de lectrices, et dont l'œuvre littéraire n'avait pas de valeur, ne creusait rien, ne faisait rien et a disparu dans l'immensité du temps. Vous êtes inquiète de ça ? Non, j'y pense pas trop, mais je veux dire en tout cas, c'est vrai que la question de la réception d'un livre ne signifie pas grand-chose à l'échelle du temps littéraire.
C'est-à-dire qu'on a plein d'exemples d'auteurs, d'autrices, en particulier de poètes, qui ont vécu toute leur vie dans un anonymat quasi complet, qui ont vendu 5 livres et qui ont fait des choses extraordinaires dans la langue et qui aujourd'hui sont les auteurs qui nous servent de socle à notre langue littéraire. Donc bon, c'est disons quelque chose qui est dans le présent, qui à l'échelle de l'individu que je suis peut être un petit peu rassurant et touchant par moments, mais je sais qu'à la grande échelle, ça ne veut pas dire grand-chose et que c'est pas vraiment là que je dois trouver une sorte de validation de quoi que ce soit. Alors j'essaie plutôt de rester très concentrée, comme vous dites, et de continuer, de travailler sur la suite, de lire d'autres textes et de pas trop me concentrer sur ce qui se passe autour du livre, sur les moments de rencontre. Pour moi, la journée est réussie quand le matin j'ai écrit un petit peu. Si j'ai trouvé un petit temps et que j'ai écrit un petit peu, ma journée est bien réussie. Si un livre reçoit un article, un prix ou je ne sais quoi, c'est très bien. Mais pour moi, ça ne fait pas... Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas ce qui fait que ma journée est là, a été faite, quoi. Ben enfin, c'est quand même très étrange tout ça, et je peux pas dire que j'y suis indifférente, je peux pas dire que ça me fait rien, je ne peux pas dire que ça ne me trouble pas, bien sûr. Mais j'essaie de rester très concentrée, parce que bon, je sais très bien qu'on peut devenir un peu zinzin avec ce genre de truc, hein. Donc voilà, je fais un peu attention, quoi. Je crois, enfin, je suis pas là pour donner mon opinion, mais je crois que s'il y a un tel, je reprends ce mot-là qui est un peu cucu, mais engouement autour de vous, ou une telle adhésion à ce que vous écrivez, c'est précisément à cause de ça. Quand on vous lit, on sent que c'est vital et qu'il y a ce souci de la justesse. Et d'ailleurs, tiens, ça pourrait être la première entrée dans ce livre-là. À un moment donné, Claudie, dont nous reparlerons peut-être, fait l'éloge de la précision. Et vous avez prononcé le mot juste. Vous pouvez développer à partir de ça ce qu'est la précision, c'est ce que vous cherchez dans l'écriture. Oui, alors c'est vrai que dans ce livre, dans la deuxième partie, il y a un personnage qui est plus précisément la sœur de Claudie. Ah oui. C'est un peu confus à un moment, c'est comme dans un rêve, donc on ne sait plus très bien qui est qui. C'est une très très vieille femme aux doigts presque moisis, quoi, tant elle est vieille, et qui a beaucoup de livres autour d'elle, et qui a un avis très tranché sur ce qu'est la littérature, sur ce qu'est l'écriture, et surtout sur ce qu'elle n'est pas. Un avis si tranché qu'elle a des crises de colère, de rage aussi, quand on voit ce qu'on fait de la littérature, de la langue et tout ça. Et donc elle se gratte les joues, elle se sent sanglante. Et cette personne-là a des opinions très claires sur la chose, que je ne partage pas toujours d'ailleurs, hein. Mais en ce qui concerne la précision, oui. Donc elle donne différentes visions des choses à la narratrice qui vient la voir. Elle lui dit d'écrire un poème et puis elle lui parle un peu de l'écriture et de la poésie. Et à un moment, elle parle de précision et elle cite différents auteurs. Elle cite notamment un mathématicien qui s'appelle Grothendieck. Elle le cite assez souvent d'ailleurs, qui a écrit un livre. Je n'ai aucune capacité malheureusement à comprendre les mathématiques, mais Grothendieck a écrit un journal. C'était un mathématicien très 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 important qui a fait des découvertes gigantesques. On parle de lui comme étant le plus grand mathématicien de tous les temps. Il est mort il n'y a pas si longtemps, hein, Grothendieck. Et il a tenu un journal qui s'intitule Récoltes et semailles, qui a été édité chez Gallimard il y a 3 ans à peu près, donc c'est assez récent. Et là-dedans, il part un peu parce qu'il était devenu fou un peu, donc il délire parfois. Par moments, c'est des discours mathématiques, des énoncés mathématiques, c'est extrêmement complexe, des raisonnements. Mais par moments aussi, dans ces journaux qui sont vraiment fabuleux, il y a des réflexions sur la créativité, la création, sur ce que c'est que de trouver quelque chose et sur les chemins qui mènent à ça. Et je pense que les chemins qui mènent à des sortes de trouvailles, pas au sens surréaliste, mais au sens d'une justesse de quelque chose qui existait avant nous, qui existera après nous, et hop, on l'a comme sorti de terre, il est là. Eh bien, je pense que les chemins sont les mêmes, que ce soit en mathématiques, je sais pas, en astronomie, en poésie, et dans des tas d'autres disciplines ou formes de recherche ou formes artistiques. Et donc, là-dedans, il y a cette idée de précision, d'exactitude même. Un jour, j'écoutais un entretien de Giono, il a répondu une phrase à un journaliste, il lui a dit, je ne sais plus à propos de quoi c'était, il lui a dit « c'est vrai,
Il lui a dit c'est vrai, mais ce n'est pas exact. Il a trouvé l'exactitude. Et très souvent, quand on écrit, pour les personnes ici qui ont une expérience de l'écriture, vous le savez sans doute, on renonce beaucoup en fait. On renonce beaucoup parce que c'est pas précisément ça. C'est pas précisément exact. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est intéressant. Parfois, ça a beaucoup de qualité. Mais c'est pas précisément ça. Et pour que ce soit précisément ça, il faut que ce soit précisément ça à cet endroit-là. C'est-à-dire que la justesse à l'intérieur d'une page, d'un poème, même d'une ligne, n'est pas la même dans une autre page, évidemment. Donc, il y a une justesse qui est presque une exactitude qui est quasi mathématique. C'est-à-dire que dans une équation mathématique, si on change un signe légèrement de place, eh bien tout à coup, ça ne fonctionne plus précisément. Dans un vers ou dans une phrase capable de tenir, je trouve que c'est la même chose. Et les phrases qui m'ont beaucoup touchée, des phrases de la littérature, en particulier littérature française, sont des phrases qui sont d'une solidité, d'une densité, sont, à un moment l'adjectif est employé dans le livre, indéboulonnable, quoi. C'est précisément comme ça, comme un être vivant, et comme ça. On ne va pas enlever à l'oiseau une aile et lui mettre sur la tête. C'est précisément comme ça. Donc j'ai cette sensation, je suis à la recherche plutôt de ces sensations dans les phrases, dans ce vers quoi je vais quand j'écris. Et c'est vrai que ce personnage-là que vous mentionnez parle de ça à un moment donné. Oui. Vous faites référence à des auteurs français en l'occurrence. Votre livre est émaillé de références littéraires, de citations dont le nom des auteurs apparaît en marge. Je vous ai écouté lors d'une interview et j'ai été surpris parce que je vous ai écouté après vous avoir lu et vous disiez qu'au départ, vous trouviez un peu pédant le fait d'utiliser, vous en tant que lectrice, des citations. C'était pas du tout votre truc. Et en fait, vous avez changé apparemment d'avis. Oui, c'est ça, absolument. Je change souvent d'avis en avançant. Oui, c'est vrai, je me rends compte, tout au long de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais tort. Donc ça s'actualise petit à petit. Donc j'ai eu tort là-dessus aussi. Souvent, quand j'ai tort, c'est parce que j'ai un avis d'un seul plan sur une chose. Et là, j'avais cet avis-là. Donc, dans certains textes, une intertextualité est présente. C'est-à-dire que l'auteur, l'autrice fait appel à d'autres voix et cite. Et je voyais là-dedans, dans l'intertextualité, quelque chose de très excluant. Quelque chose comme une direction envers les happy few, ceux qui peuvent comprendre, ceux et celles à qui on fait un clin d'œil malin, à qui on dit toi aussi tu as lu ça, et bien moi aussi, on se comprend entre nous, on reste entre nous, et ça me dérangeait beaucoup en fait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très bourgeois, rassurant, snob dans cette manière-là de citer, de faire des clins d'œil et des références à l'histoire littéraire. Mais d'ailleurs, je suis toujours plutôt d'accord avec ça, mais je pense aussi à autre chose. C'est-à-dire que quand la narratrice de ce livre a commencé dans son adolescence à beaucoup lire parce qu'elle se sentait très mal dans le monde, en fait. Elle se sentait très mal. Le monde lui semblait invivable, très étrange, plein de douleurs insupportables. Et donc, elle l'a cherché dans les livres. Donc, elle a beaucoup lu, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu dans son adolescence. Alors, quand elle a commencé à grandir, sa pensée s'est développée aussi avec la pensée des autres, donc la pensée de toutes ces lectures, donc des philosophes, des autrices, des auteurs, des poètes. Et, comme je vous le disais tout à l'heure pendant la lecture, souvent cette narratrice s'ennuie. Quand elle s'ennuie dans le réel tel qu'il est, elle fait comme des espèces de trous dans le réel, de creusets, d'ouverture. Elle les fait en créant des dialogues parallèles comme celui que je vous ai lu, qui est comme des voix intérieures un peu étranges dans lesquelles elle baigne, dans lesquelles elle se complaît. Il y a une sorte de musique là-dedans. Elle est un peu bercée par ça. Mais parfois, elle revient aussi à des phrases qui l'ont beaucoup marquée, des phrases qui se sont gravées dans son esprit de lectrice. Et donc, ça fait dans le livre des citations, de l'intertextualité. Mais ce n'est jamais, dans ce texte-là, excluant. Et ce n'est jamais un clin d'œil au lecteur qui, lui aussi, connaîtrait ça et aurait lu ça. C'est un même rapport au monde et au réel avec différentes prises pour essayer d'en faire autre chose, en fait, pour essayer de découvrir, pour chercher. Et donc, ça passe aussi par cette intertextualité. Donc, voilà pourquoi j'ai un peu revu mon avis sur la question. J'avais une vision étriquée des choses.
Vous écoutez la romancière et poétesse Laura Vasquez à la librairie Ombre Blanche le 30 octobre 2025 pour son roman Les Forces, édition du Sous-sol. Je vais surtout pas jouer à ce jeu de est-ce que vous ressemblez à la narratrice ou autre. La narratrice est... Ah, oui, non, si vous voulez, ne vous gênez pas. Mais en tout cas, elle n'est pas identifiable, elle n'est pas identifiée précisément. Mais dans ce que vous disiez sur le fait j'ai souvent tort et puis après j'avance, il y a ce côté-là. Au départ, elle est très péremptoire, m'a-t-il semblé en tout cas. Et puis, elle prend quelques leçons. Absolument, oui, la narratrice se trompe beaucoup dans toute la première partie qui a l'aspect par moments quasiment d'un manifeste métaphysique. Elle partage avec les personnes qui pourraient l'écouter sa vision du monde. Et donc, elle a une vision très catégorique des choses et elle range les êtres autour d'elle dans différentes catégories. Elle est convaincue de voir, de savoir, de comprendre. Elle est convaincue aussi que les autres ne voient pas, ne savent pas. Et donc, elle est très seule. Et puis, elle fait différentes rencontres. C'est là qu'elle comprend, petit à petit, c'est un peu construit comme un roman initiatique, donc petit à petit, elle renonce à certaines certitudes. Voilà. Jusqu'à se retrouver quasiment nue d'elle-même, de son identité et de l'identité qu'elle pose sur les autres. Disons, mais bon, allez, non, pour le dire très grossièrement. Hein. Que cherche-t-elle ? Que cherche-t-elle ? Je pense qu'elle cherche tout, comme elle le dit. Ouais. Et tout. Sainte Thérèse de Lisieux, je choisis tout. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est ça, elle cherche tout. Et elle se rend compte dès son enfance, en observant ses parents et en observant les fonctionnements sociaux, que les individus adultes cherchent des choses aussi, mais qui sont minuscules et très vaines. Et ça la rend assez triste, assez même en colère. Il y a quelque chose d'assez adolescent dans cette vision-là des choses qu'elle a. Oui. Revenons à la littérature, elle passe par les livres, mais elle dit « aucun livre ne m'a sauvé ». Et elle ne trouvera pas, si on va jusqu'au bout, elle ne trouvera pas le salut dans la littérature. Encore une fois, je veux éviter ce jeu-là, mais ça peut sembler étonnant, vous qui avez dévolu votre vie à la littérature, qu'elle ne soit pas présentée comme une planche de salut. Oui, je ne la vois pas comme une planche de salut du tout, la littérature. Je ne pense pas, non, qu'elle puisse sauver. Je pense qu'elle est absolument nécessaire, qu'il y a des espaces littéraires, l'espace de la poésie en particulier, ces espaces-là qui sont de grands espaces vastes de réponses ambiguës, non unilatérales, qui sont absolument nécessaires à l'humanité et même au lien qui unit l'humanité et tout le reste de l'univers, disons. Mais ça, je ne peux pas l'identifier comme étant une planche de salut, un sauvetage ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui reste pour moi très mystérieux et de ce fait très nécessaire, surtout dans les temps difficiles, disons, pour paraphraser quelqu'un. Ouais. Quand vous nous avez offert la lecture avec ces espèces d'incantations, la question que je me suis posée, est-ce qu'on peut lier votre façon de dire à votre façon d'écrire? Est-ce que quelque part on était dans votre bureau et est-ce que dans votre bureau justement vous lisez à haute voix, vous répétez Oui, c'est une bonne question qu'on me pose assez souvent. Non, je ne lis pas à haute voix, jamais, parce que je m'entends très bien. J'entends très bien les phrases sans les lire à haute voix, mais je me dis depuis quelques mois que c'est encore une erreur de ma part. Oui. Et que sans doute pour les prochains textes, en particulier pour les romans, je vais me relire à haute voix. Parce que maintenant que je suis dans la période de tournée de lecture, je dois souvent relire mon texte en public, là, comme je viens de le faire. Et j'ouvre mon livre. Et que vois-je ? Beaucoup de détails qui mériteraient d'être retravaillés, quoi. Et donc... Et donc ça c'est assez... Bon, mais ça, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça pour tous les livres. Mais je me dis quand même que si Flaubert, qui bien sûr, c'est certain, entendait ces phrases
très précisément au moment où il se relisait, se faisait une dernière relecture à voix haute. C'est sans doute pas pour rien. Et peut-être que ça vaudrait la peine qu'une fois que tout est terminé, peut-être que ça vaudrait la peine que je relise une dernière fois, que je fasse cet effort, parce que ça me semble sur le moment pas du tout indispensable, mais que je fasse ce dernier effort, disons, de relire complètement le texte à voix haute, parce que peut-être que là, les plus menus détails vont m'apparaître. Donc c'est ce que je me dis pour les prochains. Mais sinon, non, je n'ai pas lu à voix haute. Ouais. Et est-ce que ça se passe comme ça, comme quand je lis ? Je pense qu'il y a des points communs, oui. C'est-à-dire que dans les deux cas, que ce soit dans la lecture publique, lecture performance, là, comme je viens de le faire tout à l'heure, ou dans le moment où je suis en train d'écrire, dans les deux cas, il y a un être humain, il y a un corps, il y a une personne en vie. Et donc, la personne en vie a un corps, a un cœur qui bat, a une respiration, et donc à un rythme continuel, et se trouve à l'intérieur du grand rythme, de petits rythmes et du grand rythme. Et ça, je pense que au moment où j'écris, c'est vraiment quelque chose qui parfois lance les phrases, parfois les étire, parfois les tient, parfois les trouve. Il y a ce rythme-là qui est très interne, qui est très organique en fait. Et au moment de la lecture, il est là aussi. Ce que je cherche précisément de toute ma vie, de toutes les sphères de ma vie confondues, de plus haut et de plus important, je le trouve. Parfois, très, très rarement en réalité, dans les moments où j'écris, et parfois, très rarement en vérité, dans les moments où je fais une lecture publique. Mais c'est très, très rare. Il y a des moments où, tout d'un coup, je ne suis plus là. C'est vraiment la chose seule, qui est là. C'est une présence absolue. Une présence absolue et une disparition complète. Et donc ça, je l'ai senti quelques fois dans ma vie, en écrivant et en lisant. Voilà. Donc, il y a vraiment une proximité très forte entre les deux, je pense. Mais alors, ça rejoint un peu ce que j'allais vous demander. On a parlé de précision, j'allais vous interroger sur la maîtrise. Quand vous écrivez, là, vous dites « j'aurais peut-être dû me relire davantage comme Faubert se relisait ». Est-ce que ça ne risquerait pas d'être au détriment de cette force, on parlera peut-être du titre, les forces, mais est-ce que ce ne serait pas au détriment de cette force qui entraîne en tout cas le lecteur ? Et je me suis posé aussi cette question, est-ce que vous, quand vous écrivez, vous êtes emporté ou au contraire vous avez le souci de tout maîtriser ? Eh bien, ça c'est un grand sujet, mais alors, c'est une sorte de laisser-aller contrôlé. Ah oui. Voilà. Donc ça veut dire que je ne suis pas emportée, je ne suis pas tout ce qui vient. Je ne sais pas, en me roulant presque dans mes impressions, dans mes plaisirs, dans mes désirs, parce que c'est très séduisant. Une phrase, un mot, un recours stylistique, c'est très séduisant. On pourrait avoir envie de continuer, de se rouler un peu là-dedans. Donc ça, je veille à ne pas le faire en tenant en fait. Je tiens complètement ce qui arrive et à la fois, je laisse complètement venir ce qui arrive. Donc c'est-à-dire qu'il y a une écoute et une attention très très forte. Très très forte. Donc c'est pas laisser aller, je prends tout ce qui vient, je me laisse emporter par une émotion, je ne sais pas ce que j'écris. C'est pas ça. J'ai travaillé ça quand j'étais jeune, évidemment, comme tout le monde. Quand j'ai commencé à écrire, c'était beaucoup ça. Ça, très vite, ça ressemble à de la soupe, ça ressemble à du vomi. C'est vrai, ça dégouline dans tous les sens. Il faut un retravail extrême derrière et puis on peut pas rattraper le coup. C'est comme en photo ou en cinéma. Si les premières prises sont pas bonnes, on peut rien faire derrière. On a beau le retravailler, bon. Donc c'est un peu ça. Mais à la fois, trop contrôlé et trop décidé complètement, ça aseptise tout. Et alors, le texte ne décolle pas. Ça ne décolle pas. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait, ou c'est intelligent, ou c'est intéressant, ou c'est bien foutu. Mais ça ne décolle pas. Et donc, ce que je cherche à faire, c'est les deux. Les deux, mais vraiment de manière très concentrée. Et pour ça, ça ne passe pas vraiment par moi. C'est là où je vais répondre à la deuxième partie de votre question. Ouais. Quand est-ce que je sais que le texte est terminé ? Quand est-ce que je sais que je dois cesser de me relire ? La réponse pour moi est assez simple maintenant. J'ai réussi à la trouver au cours de pas mal d'années de travail. Et je l'ai trouvée, mais elle est dure à appliquer.
Et la réponse pour moi, c'est que quand je me relis, alors je me relis et je retravaille beaucoup, c'est la plus grande partie de mon travail. Ça dure très longtemps cette phase-là. J'arrête quand, à un moment donné, c'est moi qui décide. C'est-à-dire que je me relis et à chaque fois que je me relis, je me demande ce que le texte cherche. Quelle est sa justesse à lui en tant que texte ? Donc je l'écoute en quelque sorte. J'écoute très attentivement le texte. Quel est son rythme ? Quelle est sa précision ? Quelles sont les images ? Où va la voix de cette narratrice ? Que cherche-t-elle ? Et j'essaie de voir, de comprendre en fait. Pas vraiment de comprendre, mais presque. De comprendre et de suivre le texte, de suivre ce qu'il fait. Et de ne pas décider par moi-même. De ne pas me dire, tiens, la narratrice, j'aimerais bien qu'elle fasse ça. J'aimerais bien que maintenant qu'elle a dit ça, j'aimerais bien que pour contrebalancer cette opinion qui n'est pas très bien vue, elle dise ça. Comme ça, j'aurai pas de problème quand mon livre sortira. Ce genre de raisonnement. Ou j'aimerais bien que, à tel endroit du texte, les phrases cessent de trop ressembler à tel ou tel texte de tel auteur ou telle autrice. On sent trop l'influence de machin. Telle page, on sent trop l'influence de truc. Ici, c'est trop froid. Ici, c'est trop gras. Enfin, voilà, ce genre de considérations, j'essaie de ne pas les avoir à partir de moi-même. J'essaie vraiment d'écouter le texte et de voir précisément ce que ce texte-là, tel qu'il sort, comme quelque chose de très étrange au départ, essaie de faire. Et c'est tout le travail. Donc ça, je relis, je retravaille avec cet état d'esprit-là. Et puis, au bout d'un moment, je sens qu'il y a une voix en arrière-fond là, de mon cerveau qui commence à dire « Ah tiens, ça c'est peut-être pas super, ça c'est peut-être pas une bonne idée. » Je commence à décider par moi-même. Et là, je suis à peu près certaine d'affaiblir le texte. Je suis à peu près certaine de lui faire perdre, je suis à peu près certaine d'essayer peut-être de le résoudre, de le simplifier, ou au contraire de pousser plus loin ce qui me semble très bien fonctionner, de me dire mais ça fonctionne très bien, je vais en faire des tonnes. Donc à partir du moment où cette petite voix-là, ce regard-là sur le texte apparaît, je sais que j'ai fini. On va pénétrer davantage dans l'histoire, mais quand même, tel que vous me dites les choses, c'est peut-être anecdotique, mais vous devez sortir épuisé de ces séances d'écriture, non ? Vous parliez du corps tout à l'heure, il doit y avoir une véritable fatigue du corps, je me trompe peut-être ? Non, vous vous trompez pas, absolument. J'ai trouvé il y a quelques années une régularité qui fait que maintenant j'écris tous les matins. Voilà, 6 jours sur 7. Voilà, c'est très ordonné en fait. Et ça m'aide beaucoup à ne pas m'épuiser extrêmement et à ne pas angoisser dans les moments où je n'écris pas. Parce qu'avant, quand j'étais jeune, il y a très longtemps... Quand vous étiez jeune, oui. Non, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, je veux dire, quand j'étais très jeune, quoi. Mais vraiment, il y a longtemps. Ah, oui. Non, mais c'est vrai, ça fait un moment, quoi. Et j'écrivais par impulsion. Donc, tout d'un coup, souvent poussée par une lecture d'un texte, je commençais à écrire, très inspirée. Je commençais à écrire et puis je pouvais passer une semaine à écrire beaucoup tous les jours. Et puis après, pour une raison ou une autre, j'arrêtais. Et là, j'arrêtais 1 semaine, 2 semaines, je vivais de grandes phases d'angoisse. Puis je m'y remettais. Enfin, j'étais très agitée. Ça allait très, très mal. Ça allait très, très mal, vraiment. Hein. Non, vraiment très, très, très mal, hein, sans exagérer. À tel point qu'il a fallu absolument changer. Hein. Mais c'était une question vitale, hein, à un moment donné. C'est-à-dire que je n'y arrivais pas. Parce que écrire sous le coup de l'impulsion, pour certains auteurs, certaines autrices, c'est très bien. Je pense notamment à Clarice Lispector, qui écrivait quand ça lui venait et qui n'écrivait pas quand elle ne le sentait pas. Mais il faut une grande force en soi pour faire ça. Il faut une grande force, il faut une grande stabilité, confiance que je n'avais pas du tout. Et donc, ne l'ayant pas, dans les périodes où je n'écrivais pas, je me sentais anéantie et j'avais l'impression que je n'arrivais pas à écrire, que je n'arrivais pas à continuer mes textes, que je n'arrivais qu'à faire des textes assez courts, assez bâclés d'ailleurs, que j'avais beaucoup de mal à me relire, ça me semblait tellement mauvais que c'était une douleur insupportable. Donc il a vraiment fallu trouver une solution à tout ça. Et donc la solution, ça a été d'être très profondément désespérée et de me dire je n'y arrive pas. Et pourtant je sens que je ne peux pas faire autre chose que d'écrire des livres. Voilà, je sentais, c'est comme ça, que je pouvais pas faire autre chose, que c'est ce que j'allais faire, mais j'arrivais pas à le faire. Et j'y arrivais pas du tout, hein, à vrai dire. C'est-à-dire, je faisais des petits textes par-ci, par-là,
de tout petits livres très courts et dont j'étais pas satisfaite, quelques textes dans des revues, mais je sentais très profondément en moi que je ne pouvais pas faire autre chose en fait. Quoi faire d'autre ? C'était assez terrible de ne pas y arriver du tout. Et ce n'est pas juste que je n'y arrivais pas, c'était que je n'y arrivais pas et que j'avais la certitude que je ne pouvais pas y arriver. J'étais comme en face d'un mur auquel je me cognais sans cesse, j'y arrivais pas. C'était sans arrêt les mêmes périodes, c'était sans arrêt les mêmes rechutes. Alors, au fond de cette période de crise existentielle, au fond du fond, je me suis dit, bon, je vais écrire un tout petit peu, pas longtemps, tous les jours, tous les matins. Voilà, je vais faire ça. Et je vais trouver la satisfaction, non pas dans le texte, je ne vais pas demander à mes poèmes, à mes petites narrations, de m'apporter du réconfort. Je vais trouver ce réconfort ailleurs. Je me débrouille par moi-même. Je ne peux pas demander à mes textes de me sauver la vie. Je ne peux pas leur demander à eux de me dire qui je suis et de m'aider. Je dois me débrouiller par moi-même pour que mes textes puissent vivre, naître en fait. Et me débrouiller par moi-même, c'était travailler un tout petit peu tous les matins, faire de mon mieux juste, et trouver la satisfaction là-dedans. C'est-à-dire si j'ai réussi juste à m'asseoir pendant 1 heure et à rester concentrée, que le résultat soit bon, mauvais, peu importe, la satisfaction se trouvera dans le fait d'avoir fait ça. Et donc ça, je l'ai fait. Et je l'ai fait pendant longtemps. Et petit à petit, des choses ont commencé à se décoincer dans le rapport aux phrases, à la langue, même dans ma manière de lire les textes, de les voir, dans ma manière de nourrir mes textes de mes lectures. Tout s'est assemblé en quelque sorte. Alors, c'est là que vraiment j'ai commencé à écrire. Avant, j'écrivais, mais je demandais trop à mes textes. Alors, ils ne pouvaient pas exister, ils ne pouvaient pas s'ouvrir, ils ne pouvaient pas se lancer, ils ne pouvaient pas décoller. Quand j'ai cessé de leur demander, de me dire qui je suis, comment faire, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je suis bien moi, en tant que personne, j'ai cessé, je me suis débrouillée par moi-même. Alors là, ça a été un grand soulagement. Tout n'est pas réglé, bien sûr, c'est très difficile en fait, d'écrire un livre, je ne vais pas dire le contraire. Ça semble impossible à chaque livre, mais en tout cas, maintenant que je l'ai fait une fois, c'était en 2017, je sais que même si ça semble impossible, et complètement impossible, en continuant un petit peu chaque jour, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va me dépasser et que le texte va prendre à un moment. Voilà comment ça s'est fait. Ces questions sont évoquées dans votre livre sur l'écriture, de la même manière qu'il est question aussi de politique, il est question de Dieu, de religion. C'est une espèce de roman total, mais il faudrait peut-être, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, expliquer. On a parlé de cette jeune fille qu'on prend enfant et puis qui va accomplir une espèce de parcours initiatique et politique d'ailleurs, à travers 5 étapes. Vous l'expliquerez bien mieux que moi, mais il y a un bar mystérieux, ça se termine sur une montagne, il y a un immeuble rempli de sectes, etc. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter ce parcours-là, le survolé ? Oui, bien sûr. Alors, au début, dans ce texte, on est, dans un espace hyper réaliste. On reconnaît bien notre monde, un monde plutôt contemporain. Une jeune personne parle, elle grandit, elle parle de son enfance, elle passe son enfance dans une famille qui semble plutôt ordinaire, dans un milieu assez populaire. Tout est très réaliste, quoi. On est dans un roman hyper réaliste. Bon, voilà. Et on est dans la tête de cette narratrice, donc on est dans sa voix en fait, elle nous parle, elle parle dans sa tête. Et puis, cette narratrice sort de chez elle, une fille qu'elle a rencontrée sur son écran, lui a donné rendez-vous dans un bar lesbien. Et donc, cette narratrice sort, va dans ce bar, et là, on bascule dans un monde qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus élastique. On renonce à tout impératif réaliste. C'est plus du tout réaliste. Donc elle rentre dans ce bar, elle rencontre un groupe de filles qui deviennent un peu ses amies, et au fond du bar, il y a comme un couloir, et puis il y a un rideau, et une porte, et il faut dire un mot de passe, et ensuite on rentre, et il y a une grande pièce, divisée en niches, et dans cette pièce au milieu, il y a une vieille femme hyper vieille, hyper obèse, dans un lit hyper grand. Elle est allongée au milieu de la pièce et elle se nourrit de bière. Et cette femme est comme une sorte d'oracle et elle va
orienter la narratrice. Elle va lui dire, tu penses comme ci, tu penses comme ça, mais tu ne vois pas ci, tu ne vois pas ça, tu devrais aller ici, tu devrais faire ça. Et donc elle l'envoie dans une maison, elle lui dit pars, et elle part. Elle va dans une maison pour rencontrer des personnes qui se trouvent près de la mort. Ça s'appelle la maison des morts dans le livre. Et là c'est la partie 3. Partie 1, la famille, la maison de la famille. Partie 2, le bar lesbien. Partie 3, la maison des morts. Dans la maison des morts, il y a des gens qui se droguent à mort. Voilà, c'est un squat, les gens se droguent, ils restent à la limite de la mort. C'est long, elle reste longtemps dans cette maison. Elle ne se drogue pas, elle se drogue pas avec des produits, elle se drogue avec des phrases dans sa tête. Ensuite, elle quitte la maison des morts, parce qu'un prospectus est tombé sur sa tête, et il y avait écrit dessus « Voulez-vous être sauvé ?» Elle s'est dit « Pourquoi pas ?» Et donc, elle est partie, elle a marché, elle est allée à cette adresse, et c'était un immeuble dans lequel se trouvent des sectes. Ce sont les sectes diverses unies dans un immeuble. Et donc, le directeur des sectes diverses unies dans un immeuble l'accueille et lui dit « On va faire le tour des sectes », puisque finalement, chaque secte est une lecture possible de la vie. Ce sont des sectes plutôt bienveillante, je dirais. Elle emploie le mot secte, mais elle cite l'étymologie du mot secte. Donc c'est plutôt ça. Et donc elle découvre chaque secte, chaque lecture, proposition de lecture possible de la vie. Elle visite les sectes, puis au bout d'un moment, elle redescend, elle vit quelques aventures, elle rencontre pas mal de monde, et elle repart. Elle traîne, elle erre, elle rentre dans une maison la nuit au hasard. Il y a des vieux qui regardent la télé. Oui, elle traîne dans un salon. Et puis ensuite, elle continue son chemin, elle ressort et elle retourne au bar lesbien. Et elle revoit Claudie, la femme obèse dans le lit, qui se nourrit de bière, et qui lui dit « Écoute, il faut que tu marches. Il faut que tu partes, il faut que tu marches. Tu vas pas résoudre les choses avec toutes ces pensées-là. Marche. » Et elle part, et elle marche, et puis elle marche, et puis elle va dans la montagne, dans la forêt, et elle monte une montagne. Et puis voilà. Alors on a vu tous les espaces, là on a fait le tour. On a vu tous les espaces, mais n'ayez crainte, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a notamment des rencontres avec un ancien assistant social que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Mais vous avez cité Nia, mais il y a aussi la fille aux yeux très noirs. Il y a des tas de personnages. En vous écoutant, je me disais, mais vous savez vous-même d'où viennent ces idées-là? C'est presque impudique de vous poser la question, mais j'ai quand même envie de vous la poser. Arrêtons-nous à l'immeuble rempli de sectes. Comment ça vient, ça? Tiens, je vais imaginer un immeuble rempli de sectes. Et alors, c'est passionnant, mais vous savez décoder, ça fonctionne par symbole. Je veux symboliser ceci, je veux... Pas du tout. Ouais, je me doutais. Non. Et alors, c'est le texte... c'est le texte lui-même qui vous conduit là, comme vous disiez? Oui, c'est ça. C'est par l'écriture, quasiment par la grammaire des phrases, par le rythme de cette langue-là, de cette narratrice, de la manière dont elle marche, ça crée le rythme de sa pensée. Et puis par les rencontres aussi qu'elle fait. Et puis bien sûr par mes propres lectures. C'est-à-dire que je lis. En fait, j'écris le matin et grosso modo, mon emploi du temps, c'est simple. J'écris le matin et je lis l'après-midi. Bon, il y a des petites interruptions, il y a plein d'autres choses de la vie, mais en gros, j'ai un temps d'écriture le matin et un temps de lecture l'après-midi. Mais les deux communiquent en permanence, et donc dans mes lectures, au cours de mes lectures, je note. Plutôt que de prendre des notes, je souligne beaucoup de passages de livres, et je fais des fiches. Et ensuite, mes fiches sont très organisées dans un logiciel. Et après, j'ai tout un système de mots-clés, et donc là-dedans, il y a énormément d'idées. Et puis après, ce sont aussi finalement des fascinations personnelles, des intérêts. J'aime bien regarder des documentaires sur les sectes. Et je pense que ça a dû jouer. C'est assez fascinant, les sectes. Nous, la vie telle qu'on la vit là actuellement nous semble être la bonne. Les codes qu'on utilise et nos croyances nous semblent être plutôt les bons. Je dirais qu'on se sent normaux. Par exemple, se faire la bise, quand on y réfléchit, c'est très étrange. Se communiquer avec des sons comme ça, c'est très étrange. Les expressions faciales, qu'un sourire veuille dire « je suis content », c'est très étrange. Pourquoi ça voudrait dire ça? Un chien, quand il sourit, généralement, c'est qu'il va nous mordre. Enfin,
On pourrait lire la vie, on pourrait lire le réel d'une autre manière. Et c'est ce que font certaines sectes. Certaines sectes, sont terribles, enlèvent tous leurs moyens aux individus, brisent des vies affreusement, ça je ne le nie pas. Mais il y a d'autres sectes qui sont plutôt inoffensives. Moi, je me suis quand même, de mon côté, un peu intéressée à la spiritualité aussi. Et donc, à un moment, je cherchais un peu je regardais un peu ce qui existait. Et c'est vachement intéressant de voir ce que chacun croit et de quelle manière et quelles explications on a. Il y a beaucoup de points communs entre chaque secte ou chaque religion ou courant de pensée ou que sais-je encore, comment on veut nommer ça. Et donc ça m'a toujours bien intéressée. Alors, c'est vrai que quand cette narratrice a reçu cette proposition, voulez-vous être sauvé? Mais c'était un appel aux sectes, c'était un appel des sectes. Et alors, très naturellement... Cette narratrice, encore une fois, elle est comme vous, elle s'interroge surtout. Là, vous dites pour la bise, c'est curieux, etc. Mais en fait, c'est peut-être ça le point le plus important de sa personnalité, sa colonne vertébrale. Il n'y a aucune chose qui échappe à ces questions. Disons que c'est finalement assez banal, c'est quelque chose que... Tous les enfants pensent comme ça. Peut-être les enfants, voilà. Vous avez raison. Tous les enfants pensent comme ça, se demandent pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça, et pourquoi on fait pas ça dans ce sens, et pourquoi on n'essaierait pas de mettre cette chaise de l'autre côté, de s'asseoir par-dessus, pourquoi pas. Et les enfants font beaucoup ça, tout le temps. Et la narratrice n'a pas du tout renoncé à cette vision-là de l'enfance. Elle n'a jamais été d'accord avec le monde des adultes. Donc elle est restée avec ces questions. Elle n'a pas été d'accord avec la vision des choses qu'on lui a proposées, avec l'avenir qu'on lui proposait, qui consistait à trouver un travail, essayer de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une maison, de reproduire un peu son schéma familial, mais un peu rehaussé, d'ascension sociale. Ça, c'était pas quelque chose qu'elle pouvait accepter à aucun moment. Donc bien sûr, elle reste avec toutes ces questions. Dernière question personnelle. Les forces, ce titre, c'est les forces qu'elle subit justement à travers son cheminement, ou c'est autre chose? C'est comme vous voudrez. Vous en sortez bien. Je me tourne vers vous. Il y a un micro à votre disposition. Merci d'être là, merci pour votre travail. Je l'ai découvert il y a 1 an via Arte Radio Bookmakers et votre travail est une respiration pour moi, merci. Vous avez parlé de vos textes comme si c'était des créatures avec leur propre libre arbitre et que vous arrêtez de relire quand vous sentez que c'est vous qui décidez. Mais quand je fais vos ateliers d'écriture tous les samedis, vous avez un artisanat qui témoigne de toutes ces lectures que vous avez accumulées, etc. Alors je me demande, c'est quoi le balai? Qu'est-ce qui guide finalement votre écriture? C'est quoi l'équilibre en fait entre laisser la matière se faire et vous lui donner un élan Oui, c'est une très bonne question. Merci pour ce que vous avez dit et merci à vous aussi d'être là. J'ai foi en mon regard de lectrice. Je sais, et je sais que je sais, quand un texte est, quand il y a quelque chose ou quand il n'y a rien. Quand c'est là ou quand c'est pas là. Je peux ouvrir un livre et le sentir tout de suite. J'ai foi en ça. Voilà. Je pars de là. Et si j'ai foi en ça, c'est parce que j'ai pas mal lu quand même. C'est pas venu tout seul. J'ai lu beaucoup. Et j'ai essayé de voir, de comprendre comment les choses étaient faites. Quelles étaient les influences de tel auteur, telle autrice. Qu'est-ce qu'il ou elle pensait. J'ai lu des journaux d'écrivains, des correspondances, et j'en lis encore beaucoup. Sans toutes ces lectures que j'ai faites ces dernières années, de manière assez vorace, eh bien, je ne pourrais pas avoir foi en mon regard. Mais mon regard, je l'ai vraiment beaucoup travaillé. Alors j'ai ça, voilà. Ce qui fait que quand j'écris, déjà, je pars jamais de zéro, donc ça aide. J'écris toujours à partir des textes que j'ai lus et des idées des autres. Et avec ça, je forme une sorte de squelette, un peu comme dans mes ateliers, un peu comme dans les consignes que je donne. Parce que j'envoie des ateliers d'écriture le samedi par mail à un groupe de personnes. Et souvent, donc je donne un texte, souvent tiré de la littérature récente, assez contemporaine, et parfois un autre texte, moins contemporain, et je fais une rapide analyse du texte. Enfin, plutôt qu'analyse, je souligne 1 ou 2 recours formels, stylistiques ou thématiques, et ensuite je donne une consigne d'écriture. Et ensuite, les personnes qui suivent l'atelier peuvent écrire et partager leurs textes, etc. Et de mon côté, pour écrire, je pars toujours des textes des autres. Là, par exemple, il m'est arrivé un truc. Il y a 2 jours, mon attaché de presse m'a dit « Il faut absolument que tu écrives un texte pour vendredi, pour tel journal.
c'est important, fais-le. 5000 signes. C'est beaucoup, 5000 signes. Hein. C'est en gros, c'est 3 pages, quoi. Je suis en tournée de lecture, j'ai la tête dans tous les sens. Voilà, j'ai pas trop d'idées. C'est un texte qui doit faire une sorte de bilan sur l'année écoulée. Bon, franchement, pas très facile. Et à la fois, comme j'ai cette réserve permanente, toute cette matière de lecture, parce que mes notes, je les travaille. L'après-midi, je lis, je souligne. Et quand j'ai une bonne pile de livres, généralement au bout de 2 semaines, avant je le faisais moi-même, mais maintenant j'ai plus trop le temps. Maintenant j'ai un jeune assistant qui vient chez moi, qui prend la pile de livres, il prend en photo tous les passages que j'ai soulignés, il les copie-colle dans un document par livre et il fait une fiche. Donc j'ai pour 20 livres, 20 fiches, et ensuite mes fiches, je les mets dans mon logiciel de notes, et ensuite, dans ce logiciel de notes, je peux faire des recherches par mots-clés, par idées, par forme aussi. J'ai une réserve de forme, une réserve de mouvement dans le texte, une réserve même de type de personnage, j'ai une réserve d'atmosphère, une réserve de structure narrative, de structure syntaxique. En fait, dès que quelque chose m'interpelle dans un texte, je le souligne. Et donc, Tristan, la personne avec qui je travaille, lui, il me fait mes fiches. Et j'ai des centaines et des centaines et des centaines de fiches, puisque je fais ça depuis plus de 10 ans. Donc, là, on me demande d'écrire un texte pour vendredi, c'est demain. Et ben, j'ai pu le faire parce que je ne suis pas partie de zéro. Si j'avais dû partir de zéro, j'aurais pas pu le faire. Hein. C'est trop vertigineux. Ou alors, j'aurais la sensation de bâcler le truc, de faire quelque chose de mauvais. Et là, non, j'avais déjà ma matière. Je suis allée chercher différentes matières, je les ai mises dans un document Word. Après, j'ai enlevé ce qui m'intéressait moins. J'ai commencé à travailler tout ça. Et toutes ces matières-là sont des points de départ. C'est-à-dire que telle phrase de tel auteur, autrice, va me mener à telle autre. Et à partir de telle autre à telle autre. Et puis, ça va commencer, quoi. Ça va partir comme un petit feu qu'on souffle dessus, quoi. Je souffle. Ça commence à prendre. Ce travail-là, je le fais jamais toute seule. Je le fais toujours en compagnie d'autres auteurs, d'autres autrices, souvent des temps très passés, très peu de contemporains en réalité, ou alors quelques poètes. Et voilà comment ça se passe. Et ensuite, à partir de ça, de cette matière qui commence à croître, ben là, j'écoute le texte qui commence à naître dans son étrangeté, et je me dis, que veut-il, où va-t-il, que cherche-t-il? Et c'est là que j'essaie de trouver sa justesse. Et si j'ai confiance en mon regard, en mon oreille en fait, de lectrice, c'est parce que j'ai pas mal travaillé par la lecture ces dernières années. Voilà comment ça s'est passé. Mais s'il n'y a pas cette espèce de confiance-là qui vient de la lecture, je pense que c'est très difficile. Et je pense que aussi, on peut avoir la sensation d'avoir trouvé quelque chose et de creuser quelque chose vraiment d'absolument comme nouveau, je sais pas, avec une vraie densité, un vrai renouvellement de la langue. Et en fait, on le sait pas, mais ça a été fait il y a 50 ans par tout un groupe de personnes et c'est du vu et revu. Mais c'est pas gênant en fait de répéter des formes, mais tant qu'on a un peu conscience de répéter quelque chose. En fait, moi, ce qui m'aide vraiment, c'est de me dire que je travaille avec les autres et que j'ai toujours travaillé avec les autres et que je suis accompagnée d'auteurs, d'autrices que j'ai choisis et qui sont vraiment, je dirais, le sang de la veine, quoi. C'est les poteaux, c'est les gens, ils sont près de moi, ils sont avec moi quand j'écris, c'est mes soutiens, ils sont morts, hein. Ces gens, ils sont morts. Je les ai jamais rencontrés. Je peux pas les avoir rencontrés. On vit pas à la même époque pour la plupart, mais je suis avec ces personnes-là. Et donc, dans cette compagnie-là, je suis en fait portée, poussée. Et j'ai juste à essayer de vraiment me concentrer avec une sorte d'honnêteté complète dans cette concentration. Quand je parle d'honnêteté, c'est-à-dire essayer de ne pas y mettre mon petit grain de sel d'opinion, d'identité et de paraître. Ça, c'est un peu difficile, hein, mais voilà, je ne sais pas si ça répond trop à votre question. Merci Johanna pour cette question, vraiment tu m'as éclairé parce que moi aussi j'étais sur ça et j'ai adoré cette petite, d'ailleurs je rebondis sur cette petite dinguerie citationnelle de la page 74-75, un vrai moment de pur bonheur parce que c'est quand même 2 meufs qui se tissent dans un bar lesbien et qui parlent avec dans la bouche Fissin, Wittgenstein, Kafka, Woolf, etc. Donc là c'est un petit bonheur. Mais moi je voulais poser la question de la transe. Bon, j'ai pas trop l'habitude de lire en vrai de la littérature et
Et j'aimerais parler de 2 personnes dont les noms commencent par des W, puisqu'il y a 2 Z dans votre nom, c'est-à-dire Woolf et Weil. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 pages. Voilà, je me suis dit, je suis prise dans un flux de conscience woolfien, terrassée, traversée par la force weilienne et tout ça, puissance Vasquez. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, je me suis dit, ok, une nénette qui sait même pas vraiment ce que c'est encore et traverse des espaces. Donc vous les avez cités, bar lesbien initiatique, le squat, mais ils ont abandonné la montagne, et qui est traversé par des choses, par des flux en fait. Et donc le livre, il catalyse en fait par une espèce de transduction poétique, comme ça, toutes ces énergies, tous ces flux de choses et de matière. Et pof, tout ça c'est pour donner forme à un rythme et à des mots qui font un livre. Et du coup, après il y avait une phrase, c'est le secret à la forme du secret. Donc la question, c'était en fait la question de la forme. Donc là, vous venez de révéler un truc énormissime concernant cette petite base de données de forme, exactement comme le font certains pour des montages, mais donc la question de la transe et de la forme. Merci pour ta question. Tu peux rappeler ton nom, Florence? Florence comment? C'est un monument toulousain que vous avez là. Elle est géniale. Moi, j'aimerais trop qu'elle soit à Marseille aussi. Merci d'être là, Florence, qui tient une newsletter super intéressante d'archives lesbiennes et de veille artistique lesbienne, et qui a toujours de très bonnes questions très pointues, très étayées. Donc, je vais essayer de répondre si j'arrive à me souvenir de la question. La transe et la forme. Oui. C'est vrai que cette question-là de la transe, de l'emportement un peu plutôt. Oui, c'est vrai que la narratrice, dans ces moments-là que tu soulignes, donc dans lesquels elle cite beaucoup, elle est comme emportée par la voix des autres, par la voix d'autres personnes. Oui, il y a peut-être une forme de transe en elle, mais je trouve que la transe, elle la vit surtout dans le passage dans la maison des morts. Passage dans lequel elle se drogue aux phrases en permutant de petites unités à l'intérieur de la phrase, de petites unités grammaticales, au point de s'en enivrer complètement. Elle lit des titres de journaux et elle change l'ordre des phrases, ou alors elle met un sujet, ou elle enlève le sujet, ou elle dit que le mal se cache dans le donc, dans le car et dans le parce que. Elle explique quelque chose, alors le fait n'a plus le même sens puisqu'il est expliqué, donc il est orienté, sa lecture est orientée. À ce moment-là, il y a une sorte de transe en elle. Elle s'enivre de ça, de phrases. Et donc elle dit, je me drogue aux phrases. Voilà, Florence, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais en tout cas, merci de l'avoir posée. Et merci beaucoup de votre attention. Merci encore et merci Laura. Merci à toi, merci Brice. Merci pour tes questions. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre enregistrée jeudi 30 octobre 2025 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Laura Vasquez à l'occasion de la parution de son roman Les Forces aux éditions du Sous-Sol, réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.